Bonsoir. Alors je vais faire une petite presse parce que sur un sujet, alors la façon de l'exprimer c'était pas très évident. Moi de base, je bosse pas mal avec Jean-Pierre. Je suis pas dev, en dev je suis nul. Je suis plutôt d'origine admin C, surtout infralourde. Infralourde, stockage. Ouais, je sais. Infralourde, stockage, réseau, ce genre de choses. C'est plus mon historique. Et de plus en plus dans la philosophie qui apparaît, la philosophie DevOps. On arrive à des fois à être vraiment à la limite du code sur certaines choses. Et du coup également de plus en plus sur des sujets web perf. Alors je vais faire une presse sur un retour d'expérience qu'on a eu au sein d'un grand groupe français qui était, je trouvais, assez intéressant et surtout sur des notions qui n'avaient pas malgré le nombre de développeurs qu'il y avait en interne. Le titre peut pas apparaître très évident, je n'ai pas réussi à trouver un titre, j'arrive pas à me vendre. Mise en cache dynamique. Alors pourquoi mise en cache dynamique? Il y a beaucoup de termes anglais dans tous les sens, je me suis dit je vais trouver le francisé. Vous allez comprendre du coup par la suite. C'est pas qu'on met en cache l'objet parce que l'utilisateur le demande. En fait, ça va être la gestion du cache qu'on va essayer de faire de façon dynamique. Pas sur des temps qu'on va définir parce que ça va rester X temps au cache, mais surtout sur la mise à jour du cache, sur l'invalidation du cache, qu'on va essayer en fait de mettre sous un mode un peu dynamique en fonction de ce que les développeurs mettent, en fonction de la mise en production. Et d'où en fait comment maximiser un peu les temps de cache pour les contenus statiques en générant des URL uniques lors du déploiement de l'application. Je suis plutôt sur le côté industrialisation, tout le côté déploiement de l'application, sur des choses pas online, mais vraiment précalculées, précompilées. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des termes. Alors rappel de cache, différents types de cache. Là quand je parle de cache, quand on a une appli web, on peut avoir des caches à tous les niveaux. Base de données, cache .code, query cache en MySQL, on peut avoir du cache, du memcache pour cacher des bouts, du cache partiel. Et du coup on arrive jusqu'au cache HTTP, le cache browser. Le cache HTTP on peut l'avoir à plusieurs niveaux, CDN, navigateur, et également par exemple si on a un Varnish sur sa plateforme ou ce genre de produit. Donc on va vraiment se concentrer sur là, en fait on parle vraiment du cache HTTP. Pourquoi en mettre le cache HTTP, par rapport aux autres types de cache, moi je le vois beaucoup plus pour gérer la scalabilité de notre application. À la différence où un cache limite MySQL, un cache .code, peut être là pour vraiment augmenter la performance, pour accélérer l'application. Dans l'environnement, type un CDN, ça peut vraiment être pour une scalabilité horizontale, pour gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanés. Donc aussi bien le Varnish, c'est pour vraiment décharger nos serveurs derrière, mais pour pouvoir gérer plus de serveurs. On va augmenter la performance si l'application derrière est très lente, mais ça va surtout gérer un grand nombre d'utilisateurs. On a des cas d'usage là, où on avait un événement pendant les Jeux Olympiques. Pendant le match, le pic c'était le match, le tennisman français, le grand, qui était assez loin. Tonga. Pardon ? Tonga. Tonga, merci. Je suis pas très sportif. Du coup, on a eu plus de 200 000 visiteurs qui étaient connectés en simultané sur une vidéo. Et en fait, il y avait 2 serveurs derrière. Par contre, il y a des couches de Varnish et il y a des couches de cache en amont. Alors, il y a 4 Varnish, donc c'est pas énorme, mais quand même. Et il y a des CDN en amont. Mais au final, le code applicatif, c'était 2 machines. Et qui n'était même pas à plus de 10% de requêtes, on était à moins de 3 requêtes sur les serveurs. Un peu comme ce que disait monsieur tout à l'heure, au final, sur des tests de charge, on a moins de 2% des requêtes qui arrivent sur nos serveurs. Donc c'est quand même à voir pour pas cher, pareil. Et donc du coup, ça permet du coup de réduire le coût en bande passante locale ou CDN. Pourquoi ça? Le fait d'optimiser le cache côté navigateur, tout le monde le comprend, si les objets sont vraiment bien cachés, et il n'y a pas besoin de les invalider ou de mettre des temps de cache trop petits côté navigateur, on réduit notre bande passante. Quand on a des gros sites et qu'on utilise des CDN, et qu'on est à l'heure actuelle, nous, à des coûts à plus de 10 € du giga en volume, et qu'on génère plusieurs terras par jour, à la fin du mois, ça fait une différence sur le chiffre.
Là, on est chez un client, on est à peu près aux alentours des 20 à 30 000 euros de CDN par mois. Et donc, on va essayer de faire baisser ce chiffre en optimisant vraiment le cache de ce côté-là. Et du coup, on améliore quand même un peu les temps de cache, si on est vraiment côté CDN, pour avoir une proximité avec les clients et du coup, à diminuer la latence. Temps de cache long. Alors, qu'est-ce qui va me gêner sur un temps de cache long? La contrainte. Mise à jour de la donnée. Ce que j'appelle un temps de cache long, c'est ceux qui connaissent un peu Nginx. Si on met l'expire max, c'est 10 ans. Il positionne vraiment du coup son TTL à 10 ans. Du coup, mon problème, comment je me fais mettre pour mettre à jour ma donnée? Pour être sûr que mon client a une donnée fraîche, mais quand même cachée suffisamment longtemps. Invalider tous mes caches. Côté navigateur, on n'arrive pas à les invalider. Hein. On n'a pas trop le choix. Côté CDN, il y a des techniques. Les CDN permettent des invalidations. Et typiquement, quand on fait des invalidations récursives, chez Akamai, c'est plus de 40 minutes le temps d'invalider tout le cache. Sur un contenu, c'est 7 minutes. Et c'est plus de 40 minutes sur du récursif. Donc c'est très très long. Donc si on a fait une grosse boulette sur une image ou ce genre de choses, 40 minutes, ça peut être long. Surtout quand on est sur un site à forte notoriété, ce genre de choses. Ou politique, ou ce que vous voulez. Donc une des techniques qu'on finit par nous utiliser de plus en plus de notre côté, c'est rendre que sur tout ce qui est URL, les ressources statiques, dépendent vraiment du contenu de l'URL, du contenu de l'objet. Comme ça, l'URL devient vraiment unique. Du coup, j'ai mis un exemple en dessous. Par exemple, sur une CSS. Du coup, en plus, on a tendance à la sortir sur un domaine particulier. Et également, voilà, le MD5 qui est à l'intérieur, les 32 caractères, c'est vraiment le MD5 du contenu de la CSS. Le contenu change, le MD5 change, l'URL change. Donc l'avantage, c'est qu'on peut mettre en cache le contenu à vie, puisque finalement le contenu change, l'URL change, donc cette URL-là est cachable à vie. L'invalidation est naturelle, puisque l'URL change, donc on n'a pas besoin d'aller dans les différents CDN, cache pour purger l'URL. La contrainte, c'est que cette empreinte, il faut la calculer. Donc il faut la calculer, alors pourquoi j'ai mis deux exemples, à la demande en développement, pour le développeur, et ça c'est un côté aussi où j'ai mis Yatel, à ce que le poste du développeur à son environnement de développement, ce soit le plus confortable pour lui. Qu'il ne soit pas obligé de passer par des outils pour déployer, qui mettent du temps, son application, pour calculer l'empreinte. Par contre, en production, toujours en pré-calcul. On ne fait pas de calcul à la demande, on pré-calcule, on pré-génère, pour du coup rendre tous les objets le plus statiques possible en mode production. Et donc le premier cas, alors vraiment un cas rudimentaire, vous allez voir, je pourrais faire des marques sur le code qui va apparaître derrière. Je ne suis pas dev, j'ai essayé de le mettre le plus clair possible. Sur un projet existant, donc c'était un projet sur lequel on est arrivé avec Jean-Pierre, un projet qui existait en Zen 1, qui était fait récemment, la dernière version de Zen 1, pas en 2. La maturité, je dis WebPerf faible parce que l'équipe de dev n'avait aucune notion de WebPerf. En destination client, c'était même par un prestataire du client. Ils font pas mal de sites pour ce client-là, ils sont assez connus sur certains domaines, mais au niveau WebPerf, vraiment zéro. Jean-Pierre a galéré avec eux sur d'autres sujets, genre le chargement asynchrone des JS. Et moi j'ai un peu plus galéré avec eux, justement pour introduire du MD5 et essayer de concaténer au moment du déploiement les contenus statiques type CSS. Donc on est vraiment parti d'une équipe de dev un petit peu réfractaire qu'on a essayé de convaincre à la WebPerf, et du coup de les amener ça, et donc du coup on était amené à faire le code nous-mêmes au sein de l'application pour les aider à introduire cette WebPerf. Donc le choix du coup, comme c'était une équipe de dev, framework PHP, full PHP, on a essayé de ne pas trop leur changer leur techno et leurs habitudes. Donc du coup le fait d'avoir du full PHP, quand c'est en dev, sur leur poche chez eux, en province, tout le code, tout est interprété à la demande. Donc limite même la CSS, c'est une CSS.php qui interprète le code, comme ça c'est pas très beau en dev, mais du coup on a quand même toutes les briques, tous les peurs de vue qu'on va voir ensuite. Et par contre en production, on interprète en amont au moment du déploiement ces fichiers pour les rendre le plus statique possible. Et d'avoir une CSS.css de base bien fixe sur un serveur Nginx sans interprétation aucune. N'hésitez pas à se poser des questions à l'intérieur. Donc du coup,
c'est un peu voilà, barbare. Donc du coup, au niveau de Zen, je sais pas si peut-être vous le connaissez peut-être plus que moi d'ailleurs. Donc quelques lignes de conf pas très compliquées. Donc du coup, on termine une URL pour les contenus statiques, pour les détacher du 3W, donc pour d'autres raisons WebPerf. Également, du coup, on active ou pas du coup le suffixage MD5 et on positionne, c'est un peu bizarre, où est le manifeste. Du coup, il y a eu un retour à la ligne. Parce qu'on va se baser en fait sur un fichier de clé valeur pour dire, ben voilà, ma ressource de base, son URL avec le MD5, c'est ça. Et ensuite, à l'intérieur du code, dans les éléments de la génération du page, en utilisant une fonction qui du coup va aller simplement récupérer ce fichier YAML clé valeur pour dire ma CSS qui est application de CSS. En fait, son URL complète, c'est mon domaine statique, application-md5.css. Et du coup, voilà la gueule d'un manifeste en YAML, tout simple, vraiment clé valeur. Donc du coup, le dev dans son code, il met css/css.php. Et du coup, la fonction du coup réinterprète avec l'URL complète. Et du coup, si le fichier n'est pas présent en mode développement, du coup, il interprète le PHP comme si c'était n'importe quel fichier PHP. Et puis également la petite mise en place, oui je l'ai mis en bas, je l'ai oublié de le dire. Bootstrap Zen Ampli. Ce que j'entends par là, c'est que comme tout à l'heure je disais, pré-génération, pré-compilation au moment du déploiement en mode production. Du coup, il faut qu'on puisse appeler les fichiers au moment du déploiement sur le serveur du coup Ampli, sans passer par toute la pile web. Et donc du coup, il faut créer un petit bootstrap de son modèle MVC pour pouvoir l'appeler Ampli. Et pas forcément passer par un Apache pour récupérer le contenu statique. Donc ils font les sourcils, n'hésitez pas à me dire si... Donc du coup, la séquence au niveau du déploiement, du coup ça devient plus très compliqué. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser Capistrano, du coup on a fait ça avec du Capistrano, on a intégré, il y avait deux lignes de fonctions à rajouter. Au moment où on déploie, on fait l'update du code sur les serveurs. Dans la foulée, on génère un petit script de calcul qui va les calculer les MD5 qu'on dépose sur les serveurs. On va les exécuter après. Vraiment le mode le plus distant possible, assez rudimentaire, c'est ce que j'indiquais du coup au début. On calcule les empreintes une première fois, on remplit le manifeste, genre par exemple pour tous les JS, les images, les PNG, ce genre de choses. Ensuite, on interprète les assets qui ont besoin d'être interprétés. Pourquoi pas un JS qu'on aurait besoin d'introduire une URL de ressources dedans, ou surtout principalement pour les CSS, pour qu'à l'intérieur de la CSS, l'ensemble des ressources soit sur un domaine complet avec le MD5. Et ensuite, on refait une deuxième passe, du coup, pour calculer le MD5 sur les objets qu'on vient de générer. Parce que du coup, la CSS, comme elle est interprétée, il faut également recalculer son MD5 pour qu'après, dans l'application, on puisse appeler la CSS interprétée avec le contenu qui va bien. Du coup, la CSS a le MD5 dans son URL, et dans la CSS, tous les objets ont également leur MD5. Des questions ? Après, je vais vous présenter un autre cas un peu plus extrémiste, peut-être que certains connaissent, où du coup tout est déjà intégré dans le modèle, et du coup après ça devient un confort, et on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est Rails. En Rails 3. Pareil, je ne suis pas dev Ruby non plus. On a eu de le faire sur un projet, et c'est vrai que du coup tout est tellement implanté au niveau WebPerf et du coup le calcul des MD5 au niveau du chaînage, que du coup ça en devient presque une facilité. Jean-Pierre qui ne connaissait pas du coup ce qu'on pouvait faire avec Rails, il était assez étonné. Il disait moi à l'époque j'avais été obligé de coder plusieurs fichiers pour arriver à faire la même chose, je m'étais galéré, alors là c'est juste une option dans ton fichier de config. Donc c'est vrai que du coup ça permet de concaténer, unifier, du coup compresser vraiment tout built-in. Avec des langages d'abstraction comme ça, c'est surtout YAML, qui nous permet d'avoir les helpers qui vont bien. Domaine dédié au statique juste dans l'écran avec une ligne de conf. Du coup, pareil, en développement, c'est interprété à la demande, avec Sprocket qui, du coup, quand on lance son serveur, du coup, si le fichier n'existe pas, il l'interprète. Et en mode production, bien sûr, quand on les déploie, on désactive toute l'interprétation et tout le fallback pour aller servir la ressource et l'interpréter, pour être sûr qu'on sert vraiment une ressource statique et d'éviter de prendre de la charge CPU. Et du coup, voilà, la conf, elle est vraiment, rien que pour l'activer, c'est vraiment pas compliqué. On compresse, on compile. Le digest, c'est pour introduire le MD5. Et puis la conf d'après pour introduire un nom de domaine particulier. Et du coup, dans le fichier, il y a des fonctions de base intégrées de helper pour aller rechercher les URL.
et qui du coup, avec la compilation, avec l'activation du digest, du coup vont introduire le MD5. Le fichier YAML ressemble beaucoup, et du coup il n'y a plus qu'une simple tâche à faire au moment du déploiement avec Capistrano. Et du coup on fait son rack asset précompile, il précompile les assets, il les interprète, les CSS, les coffees, tout ce qu'on veut, et du coup il nous génère le YAML, il pousse tout ça en prod. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Le nombre de fichiers en MD5 comparé à la solution de mettre une variable à la fin du nom de fichier, CSS, point d'interrogation. Proxy. Il y a plein de souvent en fonction des CD AMD cache, en fonction de leur configuration, la queue restream, t'es pas sûr qu'elle passe tout le temps. Donc, du comportement du navigateur, c'est aussi surtout ce qu'on s'est aperçu. Le fait de le mettre en dur dans l'URL, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Et que finalement, une fois que tu as calculé le contenu en MD5, que tu le passes en queue restream ou tu le mets dans l'URL, parce qu'il faut une fonction du coup pour le rajouter, autant le passer dans l'URL et éviter les queues restream. Ce qui t'évite également après sur un retour, quand tu as un varnish et tu enlèves certaines queries pour être sûr que ton cache soit bien géré, etc. Il y a des proxys à la con aussi qui ont tendance à filtrer des trucs. À les filtrer, du coup tu as filtrer le les contenu. query strings plus facilement. Et du coup, le fait de le mettre dans l'URL, tu te mets à l'abri de pas mal de choses. Pourquoi pas un timestamp? Le timestamp, tu vas le mettre par rapport à quoi? À l'heure du déploiement? À l'heure de la requête? Donc, du coup, c'est trop aléatoire. L'avantage du MD5, c'est que dans le temps, si ton contenu n'a pas varié entre 50 mises en prod, votre contenu sera le même et ton objet sera toujours en cache. Et qu'entre deux mises en prod, tu vas n'avoir que les objets qui ont vraiment changé, qui vont du coup entre guillemets être invalidés et que l'utilisateur va demander en plus. Et alors là, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais Rise le fait même en plus, c'est que dans le MD5, il a introduit, il rajoute une variable qu'il a en 5conf pour gérer du versionning potentiellement. Alors qu'en Zen, on l'a fait juste sur le MD5 simple. Là, en fait, lui, on ne le voit pas, mais en fait, c'est le MD5 du contenu, plus d'une valeur qui est dans la conf, ce qui permet potentiellement de tout invalider. Et c'est vraiment du coup toujours le contenu. Juste pour souvenir, on peut faire un timestamp de la date de commit par exemple. C'est sûr que ça va pas vous dire Oui, ouais, c'est un peu plus alambiqué que je trouve que le contenu à les récupérer. Surtout quand tu le déploies sur ton serveur au final. C'est surtout si tu fais que du delta et que par exemple au final tu copies parce que tu peux pas avec du rsync ou du coup tu fais vraiment du delta. Genre un Capistrano, tu as un repo de cache et lui en fait il rsync dans le dossier de la release. Bon après sur quelle heure tu te bases, est-ce que tu as la même sur tous les serveurs? Tout à fait, il pourrait. C'est sûr que le coût du MD5 c'est un peu plus embêtant à calculer, mais en fait au final ça va vite une fois que tu l'as. Par exemple là, sur le site dont je parle, il y a 80 assets et le déploiement tout compris du code c'est 3 secondes en prod. Donc sur deux serveurs. Et du coup, ils check out le code, il fait toutes ses tâches, il calcule ses MD5. Et en tout, c'est 3 secondes. Donc le calcul du MD5 en mode asynchrone, donc c'est pas du côté user. Donc du coup, c'est super rapide et pas s'en priver. Surtout si tu fais ça par rapport à l'heure de commit, quand tu as un framework comme Rails, ça veut dire que tu dépends du gestionnaire de version utilisé par les gens. Alors que là, tu as une solution indépendante qui marche. Et puis le contre-exemple du coup au timestamp aussi, c'est que là du coup l'équipe qui nous faisait ça, nous on bosse avec Git, eux ils bossent avec SVN, et du coup en fait ils me faisaient un check-out qui committait à chaque fois dans leur feature branch sur Git, et en fait finalement tous les fichiers étaient modifiés par rapport de Git à chaque fois. Donc avec un commit différent, c'était juste n'importe quoi. Mais bon, à des fois on est dans des sociétés où notre combat c'est pas forcément les prestats ou ce genre de choses, c'est plus la web pair de notre client. Et donc voilà, on choisit nos combats. D'autres questions? Juste pour contrôler le MD5, c'est pas unique. Le MD5 va pas être unique, mais entre le nom de ton URL et le changement de contenu, avant de tomber sur un cas identique, je pense que tu as un peu fort à faire. C'est sûr qu'il n'est pas unique, on peut avoir plusieurs assets avec le même, et comme il y a quand même le nom de l'asset dedans, donc du coup tu te mets pas mal à la main. D'autres questions, n'hésitez pas. Merci.